Vous faites bien de suivre la télévision rwandaise. À la présentation, moi-même, Michel Iladukunda. Bienvenue à cette grande édition de ce mercredi. Les représentants des réfugiés congolais vivant au Rwanda ont manifesté ce mercredi devant différentes représentations diplomatiques à Kigali pour dénoncer les discours de haine tenus par certains responsables des plus hautes instances de la République démocratique du Congo. Les discours qui mettent en danger la vie des personnes parlant le Kinyarwanda, en particulier celles issues de la communauté Tutsi en RDC. Cette action s'est déroulée avec des pancartes portant des messages condamnant fermement les discours de haine. Elle fait suite aux propos offensants récemment tenus par le porte-parole des forces armées de la RDC, le général-major Sylvain Ekenge, lors d'une intervention à la télévision nationale congolaise. Propos qui ont été vivement condamnés par de nombreuses personnes. Les représentants des camps des réfugiés congolais au Rwanda ont expliqué qu'ils ont organisé cette manifestation afin d'alerter la communauté internationale sur les graves menaces que les discours de haine font peser sur la communauté Tutsi en RDC. Ils ont appelé le monde à ne pas rester indifférent ni à continuer d'ignorer la situation des populations innocentes qui, selon eux, sont victimes des violences depuis plus de 30 ans. Je vous propose de suivre M. Edison Munyakarambi. Il est représentant de ces réfugiés. Plus de 80 000 réfugiés congolais sont donc vivant actuellement au Rwanda et sont principalement installés dans les camps de Kiziba, Nyabiheke, Kigeme, Mugombwa, Mahama. Le Rwanda a accueilli au total plus de 130 000 réfugiés et demandeurs d'asile, toutes nationalités confondues, et une grande partie d'entre eux sont originaires de la République démocratique du Congo et du Burundi voisin. Les analystes politiques de la région des Grands Lacs ont estimé que le rétablissement de la sécurité reste un lent processus. Selon eux, le discours de haine et de discrimination tenu par certains dirigeants de la région compromettent gravement les efforts visant à instaurer une paix et une stabilité durable dans la région. C'est en tout cas le point de vue du maître Jean-Baptiste Gassominari, qui a estimé qu'il est tragique pour cette région que certains dirigeants en arrivent à envisager l'extermination de leur propre population. Maître Gassominari a souligné que continuer à s'accrocher à l'idéologie génocidaire inculquée par les FDLR constitue une perte pour les autorités congolaises et continuera de compromettre la paix de la sous-région. Bon, je dirais au fait que je suis optimiste quant au processus de paix en cours, que ce soit l'accord de Washington ou même le processus de Doha qui est en cours. Je suis de ces personnes qui croient en l'avenir. Je pense les acteurs le sont également. Tout le monde veut la paix, parce que la paix est un vecteur important de l'économie. Et nous voulons tous, ensemble, le pays de la région, le continent tout entier, tout le monde veut se développer, tout le monde veut la paix. Et je pense que tout le monde va travailler dans le sens d'avoir la paix. Washington était une étape. Mais comme je le disais tantôt, il faut la volonté entre les parties. Je dirais qu'il y a eu précipitation. Au fait, l'accord de Washington a été signé dans la précipitation. C'est ce qui a fait que sa mise en œuvre a posé problème. Parce que sur le plan conception, les autorités du gouvernement de la RDC n'étaient pas prêtes à dialoguer. Ils étaient encore dans la logique de la guerre et ils continuent dans cette même logique. Et l'accord de Washington a été signé dans cette logique des acteurs qui veulent la guerre, à qui on est en train d'imposer de faire la paix par le dialogue et par l'accord. Mais maintenant que l'accord a été signé, ils ont maintenant l'obligation de le mettre en œuvre. Et c'est un accord qui a été signé par les deux parties. Ce n'est pas seulement une partie qui va mettre en œuvre l'accord qui a été signé. Donc les deux parties ont des droits et des obligations dans cet accord et chacun est obligé
de mettre en œuvre ce qu'il a signé. Et pour rappel, en fait, l'accord de Washington ne contient pas beaucoup de choses en ce qui concerne les obligations de la République démocratique du Congo et les obligations de la République du Rwanda. Donc, en fait, en bref, l'accord de Washington met l'accent sur le CONOPS. Le CONOPS étant le concept d'opération qui avait été signé plutôt en décembre 2024 à Luanda, en Angola, où le gouvernement de la République démocratique du Congo s'était engagé à démanteler les forces démocratiques de libération du Rwanda, qui est une milice génocidaire opérant sur le sol congolais et ayant des visées de renverser le pouvoir à Kigali. Le Rwanda avait comme obligation, et a toujours comme obligation, dans l'accord de Washington, d'élever ces mesures défensives qui ont été mises en place pour contrer la menace des FDLR. Donc, une fois les FDLR démantelés, le Rwanda n'aura pas de raison de mettre sur pied des mécanismes défensifs ou de les maintenir en place parce que la menace aura disparu. Donc, moi, je pense, sur le plan pratique, c'est une chose très facile. C'est une chose très facile dans le sens où, si le Congo, aujourd'hui, si le gouvernement de la République démocratique du Congo, aujourd'hui, manifeste cette volonté de démanteler les FDLR et de faire disparaître la menace qui pèse continuellement sur le Rwanda et sa population, le Rwanda va sans doute lever ces mesures défensives parce qu'il n'aura même pas de raison de maintenir ces mécanismes défensifs parce que ces mécanismes ont été mis en place simplement pour contrer cette menace. Une fois la menace disparue, le Rwanda n'aura pas la raison de dépenser et l'argent et l'énergie des hommes pour maintenir ces mécanismes défensifs alors qu'il n'en est rien. Donc je pense que c'est seulement la volonté politique des autorités congolaises qui manque. Mais si une fois les autorités congolaises se mettent d'accord et qu'ils décident de démanteler les FDLR, la région va être pacifiée et je ne pense pas que ce climat de guerre va continuer. Le discours de haine que nous vivons ces derniers temps, qui sont d'ailleurs très inquiétants. C'est juste la résultante de cette politique d'exclusion qui a eu ses racines depuis plusieurs années et qui est à la base même de la guerre que mène aujourd'hui l'AFC M23 contre le gouvernement congolais. Donc, vous savez qu'après le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, les génocidaires ont fui le Rwanda et se sont établis en RDC. Ils n'ont jamais été désarmés et ils ont continué avec leur idéologie. Ce qu'ils ont fait, ils ont propagé l'idéologie dans toute la région. Ils voulaient s'innocenter pour justifier leurs actes ignobles qu'ils venaient de poser au Rwanda. Ils avaient bien sûr des soutiens de partout. Vous savez qu'ils ont été extirpés pour les amener au Congo avec leurs armes, avec tous les avoirs du gouvernement, y compris la banque centrale, y compris toute la logistique que le gouvernement congolais, le gouvernement rwandais avait en 1994. Et ils se sont établis au Congo avec tout ça, mais ils sont partis avec cette idéologie génocidaire. En 30 ans, ils ont continué à distiller et à multiplier des campagnes contre les populations Tutsis à l'est du Congo, qu'ils prenaient pour responsables de leur défaite. Et ils se sont coalisés avec d'autres personnes qui sont trouvées sur le terrain. Ils ont conçu des concepts qui ne sont pas corrects, qui ne correspondent pas à des faits historiques. Ils ont créé dans l'esprit des gens qu'ils étaient des Bantous comme eux et que les autres étaient des Nilotiques, donc qui ne ressemblaient pas à eux et que donc ils n'étaient pas congolais, que c'était des infiltrés qui étaient venus à l'est du Congo pour les coloniser. Et les gens naïfs ont cru à ces discours et ils ont effectivement développé toutes ces thèses qui aujourd'hui engendre tous ces discours de haine que nous voyons surtout dans
les chefs des autorités congolaises et ceux qui les soutiennent. C'est très malheureux, je dirais, mais c'est des choses, au fait, qui sont les résultats de cette sensibilisation qui a fait plus de 30 ans pour justifier les actes ignobles qui sont injustifiables, parce que le génocide est un crime odieux et personne ne devrait croire en quelqu'un qui a commis un génocide, parce que tout ce qu'il veut, c'est comme l'adage qui dit que le criminel revient toujours sur les lieux de son crime. Donc, quand vous avez été génocidaire une fois, vous voulez être génocidaire pour toujours. Et ce sont les actes, en fait, ce que nous vivons aujourd'hui, les discours de haine qui se propagent, les actes ignobles qui se font, les actes de cannibalisme que nous voyons au Congo, c'est juste le résultat d'un travail acharné que les génocidaires ont fait au Congo pendant les 30 années qu'ils se sont établis. Si la volonté politique y est, c'est très facile, c'est possible, parce que, hormis les FDLR, même les troupes congolaises, si vous voulez les démobiliser, vous pouvez les identifier et séparer les vieux des actifs, des jeunes, des formés, des non formés. Mais tout cela, pour que ça soit possible, il faut qu'il y ait la volonté politique. Est-ce que cette volonté politique d'extirper les FDLR au sein des FARDC existe? C'est ça le problème. Ça n'existe pas, parce que ce sont les mêmes autorités qui ont intégré ces FDLR au sein des FARDC. C'est pas qu'il est difficile de les séparer. C'est facile si la volonté politique existe. Comme je vous ai dit, on peut même démobiliser toute une armée pour en former une nouvelle, si on a la volonté. Quand la volonté est là et que les moyens sont là, il n'y a aucun militaire qui ne puisse pas être identifié. Il n'existe pas des miracles au fait pour avoir des militaires sur le terrain. Et j'imagine que les autorités congolaises maintiennent la liste de tous ces militaires qui sont en opération et qui sont en réserve. Donc c'est facile, mais c'est seulement facile lorsqu'il existe cette volonté politique de pouvoir résoudre cette question. Mais sinon, ce n'est pas impossible. Pour moi, ce n'est pas impossible. C'est chose facile qui peut être fait, peut-être pas en déant un jour, un mois ou une année, mais c'est facile de les démobiliser et de les mettre là où ils doivent être. Il y a des choses négociables et des choses non négociables. Si je dois résumer le discours du chef de l'État en un mot, il a dit qu'il existe des choses négociables et non négociables. Lorsqu'il s'agit de la sécurité du Rwanda et du peuple rwandais, cela ne se négocie pas. Et aucune personne ne peut venir donner des leçons pour dire que nous voulons que vous pratiquiez de cette façon pour assurer la sécurité de votre pays et de vos populations. C'est ce qu'il a appelé la ligne rouge. Donc, cette ligne rouge existe, elle est tracée, et quand elle est tracée, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas le changer. Donc, la ligne est là. Elle a été tracée. Elle est tracée par ceux qui sont habilités à le faire. Il faut que le reste le respecte. Donc, un peu de mots, c'est ça. Donc, notre sécurité n'est pas négociable. Ouais, on peut négocier sur tout, sauf notre sécurité. Bon, comme je disais, au fait, moi, je pense que c'est une année d'espoir. Parce que les jalons ont été posés, les bases ont été posées. Du moins, nous avons maintenant un accord qui a été signé en bonne et due forme par le ministre des Affaires étrangères, un accord qui a été entériné par le chef de l'État sous la direction du président Trump des États-Unis. Il y a la volonté que cet accord soit mis en œuvre. Il n'y a pas d'ambiguïté sur les termes qui sont dans cet accord. Mais maintenant, il est temps que chacun respecte ses engagements. Parce que s'il n'y avait pas eu des incidents malheureux qui se sont produits avant même que l'accord ne soit signé, parce que lorsqu'il y avait des préparatifs pour aller signer l'accord à Washington, le gouvernement congolais et le gouvernement burundais ont intensifié des attaques contre les positions de l'AFC M23. Et en étant attaqués, ils se sont défendus. Et en se défendant,
ils ont pris la ville d'Ouvira. Si la ville d'Ouvira n'avait pas été prise par la FCM 23, tous les discours que vous avez entendus de part et d'autre, de Washington, de l'Union européenne, de la Belgique et d'ailleurs, on n'allait pas les entendre. On les a seulement entendus parce que ceux qui avaient été à l'initiative de faire la guerre l'ont perdu. S'ils l'avaient gagné, personne n'allait dire quoi que ce soit. Et c'est pour cette raison que j'en appelle au fait à la vigilance et même à la responsabilité de ceux qui dictent ce qui doit être fait. Parce qu'ils doivent être objectifs, ils doivent être neutres. S'ils veulent aider à résoudre la question dans la région des Grands Lacs, je pense que la neutralité va être très utile à eux et aux autres. S'ils veulent aider, ils n'ont qu'à dire aux acteurs que chacun respecte ses engagements. Parce que l'accord ne donne pas que les obligations à une partie. L'accord donne des obligations aux deux parties signataires. Et on a tendance à voir qu'ils pensent qu'en dictant une conduite à une partie, ils auront résolu le problème. Bon, simplement, je pense que c'est parce que Kinshasa et ses autorités sillonnent le monde en pleurnichant et en posant en victime, alors que c'est eux le véritable bourreau. Et s'ils veulent résoudre le problème, ils n'ont qu'à dire à Kinshasa de prendre ses responsabilités, de respecter ses engagements. Une fois que Kinshasa aura respecté ses engagements, moi je pense que la guerre va cesser. Parce que c'est Kinshasa qui a la clé. Parce que c'est Kinshasa qui lance les attaques. C'est Kinshasa qui utilise des avions pour bombarder. C'est Kinshasa qui lance toujours des attaques de drones contre les positions de la FCM 23. Et c'est à Kinshasa de négocier avec le M23 et de trouver un accord, un intérêt d'attente afin que la guerre finisse. Parce que la guerre qui est à l'est du Congo, c'est une guerre qui oppose l'armée régulière congolaise à la FCM 23. On a beau entendre tous les discours qui se disent à gauche, à droite, mais même si ils bénéficiaient d'un soutien de quiconque, c'est juste un soutien. Mais l'acteur principal, c'est la FCM 23. Pourquoi est-ce qu'il est réuni le droit d'existence? Pourquoi est-ce qu'il minimise la présence de l'AFCM 23, un mouvement qui contrôle bientôt deux provinces, deux grandes provinces de la RDC, dont les deux plus grandes villes à l'est de la RDC, la ville de Goma et la ville de Bukavu. Et la ville d'Ouvira aussi était tombée, bien qu'ils ont été obligés de reculer de la ville, mais jusque-là, la ville n'est pas sous contrôle de l'armée gouvernementale. Donc, un mouvement qui contrôle une grande partie du territoire, où vit plus de 10 millions d'habitants, ce n'est pas quand même un mouvement qu'il faut ignorer et ne pas reconnaître l'existence. Parce que l'AFCM 23 existe bel et bien. Il a pris le contrôle de la ville de Goma depuis bientôt une année, parce qu'au 25 janvier de l'année dernière, l'année 2025, la ville de Goma a été occupée, la ville de Bukavu d'ailleurs, au 25 janvier, la ville de Bukavu était aussi tombée. Et un mouvement qui contrôle une entité administrative telle que nous connaissons le Sud Kivu et le Nord Kivu n'est pas un mouvement quand même qu'il faut ignorer. Moi, je pense que les pressions devraient par contre aller du côté de Kinshasa pour leur dire, écoutez, vous avez un problème interne à résoudre, allez-y les résoudre et allez-y avec cette volonté politique nécessaire pour résoudre ce problème. Mais apparemment, ils sont caressés dans le sens du poil. On ne veut pas dire du mal à Tshisekedi et à son gouvernement, parce que, bon, le lendemain, peut-être que les accords d'exploitation minière qui vont être signés pourraient rencontrer un obstacle à cause peut-être des propos malveillants d'un de nos officiels. Donc, pour éviter ça, il faut toujours caresser Kinshasa dans le sens du poil, lui dire que c'est le bon élève, le bon enfant dans la crise qui se vit à l'est de son pays. Et je pense que c'est ça l'erreur monumentale que la communauté internationale est en train de commettre, parce que s'ils veulent résoudre le problème, comme je l'ai dit, il faut qu'ils soient nets et qu'ils placent chacun devant ses responsabilités.
Vous suiviez là Maître Gassominari, analyste politique de la région des Grands Lacs, et toujours en parlant de sécurité. Tout à l'heure, nous parlions des réfugiés congolais et leurs représentants qui ont manifesté. Je vous propose ici de suivre aussi M. Edison Munyakalambi, qui est représentant de ces réfugiés. L'objectif de cette pétition est de solliciter une action internationale urgente à réponse aux violations systématiques, persistantes et de longue date commises à l'encontre des Tutsis de Banyamulenge en RDC. Les schémas documentés ici comprennent des discours de haine tenus par des responsables de l'État, la discrimination ethnique, l'incitation à la violence, les massacres, les déplacements forcés des populations et l'impunité générale collective. Ces actes constituent de graves violations du droit international des droits de l'homme, du droit international humain et du droit pénal international et représentent des signes avant-coureurs et vides de génocide. Donc, autrement dit, on s'est mis debout pour aussi montrer au niveau de la communauté nationale qu'internationale, pourvu que ce qui déroule là de notre pays du Congo, il y a dès la navale là où on nous annonce que nous sommes des étrangers. Donc, le régime de Tshisekedi n'accepte pas que nous sommes des vrais Congolais, au moment où même nos aïeux, là où nos collines mentionnent aussi la langue maternelle, comme moi, j'ai né à l'endroit où on appelle Masisi, c'était un nom de Kinyarwanda. Il y a les gens de Rutshuru, c'est Kinyarwanda. Il y a Nyamirazo, il y a Mushaki et autres. Donc à l'est du Congo, là où on résidait, se sont mentionnés ces mots-là. Maintenant, pour nous montrer que nous ne sommes pas de vrais Congolais, c'est ce qui nous pousse de continuer à lancer ce message au niveau national qu'international, pourvu que nous avons droit comme tant d'autres. D'ici récemment, vous avez entendu dire par Sylvain Ekenge, le porte-parole de FARDC, en disant qu'ils ne font pas se marier avec un Mututsi. Ça aussi, ça discrimine les gens. Ça aussi, c'est la propagande, c'est la propagation de la haine au niveau du pays. Le monsieur Tshisekedi, le président de la République aussi, s'est pris une photo comme c'était un cadeau qu'il lui donnait, en disant cette discrimination. Donc, on ne disait pas que ce n'est pas lui qui parle de ça, ce sont les mots. Donc, en connivence avec le régime en tous les pays. Troisième chose, on s'est mis debout puisqu'il n'y avait pas la préparation de notre arrivée ici aux ambassades différentes. Chacun de nous s'est choqué de ces mots. Donc, il y a une longue haleine là où on nous divise, on nous montre que nous ne sommes pas des Congolais, raison pour laquelle on a passé un peu partout pour... Même dans la négociation, il faut penser aux réfugiés qui terminent plus de 29 ans. Comme le camp de Kiziba, comme le camp de Ngarama, ce sont des personnes, nos homologues qui restent là, il y a une longue haleine. Même nous, comme le camp de Kigeme, il y a plein de 13 ans là où nous restons dans ce camp. Donc nous sommes fatigués de rester au camp. Nous voulons rentrer chez nous. Quatrième chose, nous félicitons grandiosement la FCM 23 et Twirwaneho qui a vu qu'ils ne font pas être poursuivis chaque moment, chaque instant. Ils ont voulu combattre la mauvaise gouvernance de M. Tshisekedi. Là où ils ont pris l'information tangible, nous disent qu'il y a une sécurité grandiose. À cet endroit maintenant,
que la communauté nationale qu'internationale les laisse progresser pourvu que nous trouvons la paix digne en soi et nous retournons de notre pays. Et c'est sur ces images que nous clôturons cette grande édition. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise.